En préambule de cette conférence, qui sera tenue donc par Guillaume Lecointre, qui intervient ici en tant que professeur-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, auquel il faut ajouter quantité d'autres fonctions extrêmement mystérieuses pour moi. Je voudrais remercier bien entendu l'ESPE d'avoir bien voulu participer et collaborer à cette initiative. Pour ouvrir cette conférence, je reprendrai bien volontiers le court propos de Guillaume Lecointre tel que vous avez pu le lire sur l'affiche. Le projet républicain de Condorcet est de fonder le vivre ensemble sur la raison, entre autres choses. Par ailleurs, le projet collectif des sciences est l'explication rationnelle du monde réel. Les sciences, dans leur exercice collectif d'aujourd'hui, sont laïques de fait. Face aux contestations des contenus de l'enseignement des sciences, il convient de rappeler, côté laboratoire, le contrat méthodologique des sciences et surtout le sens politique de l'enseignement des sciences. Ici, le mot politique n'est évidemment pas à prendre au sens partisan. Dans la préface du livre de Pascal Chardonnat, qui n'est pas ici mais que je vous conseille, Histoire des philosophies matérialistes, on peut lire sous la plume de Guillaume Lecointre que l'auteur de cet ouvrage rend ici le plus bel hommage aux devanciers de la laïcisation de la société, en nous rappelant leurs souffrances, témoignage de ce que peut produire la conjonction du pouvoir politique et spirituel, mais aussi leur générosité, leur courage, leur lucidité. Là où certains présentent la laïcité comme surannée, il faut y voir au contraire un îlot de liberté chronologiquement moderne qu'on vend aujourd'hui par morceaux pour quelques bénéfices démagogiques. Dans nos sociétés où la science semble si naturellement présente à travers la prolifération de toutes sortes de technologies performantes, dans le domaine de la communication, de l'aéronautique, de la médecine et de la chirurgie, de la biologie, du transport, etc., l'inculture scientifique ne semble pas reculer. Ainsi, cette étude, menée par 2 professeurs de l'Université Paris-Sud en 2006, auprès de 1134 étudiants en sciences de biologie, qui ne manquent pas d'inquiéter. Il en ressort que 36% des personnes interrogées, je précise des étudiants en licence de biologie, ne pensent pas que l'apparition de la vie résulte uniquement de processus physico-chimiques. 12% n'imaginent pas voir l'être humain appartenir au règne animal, et 20% en pincent pour une évolution selon un plan préétabli. Voilà des proies faciles pour les néo-créationnistes adeptes de l'intelligent design qui, pour échapper au ridicule de ceux qui maintiennent que l'univers et toutes ses créatures s'est réalisé en une semaine et encore avec une journée de repos hebdomadaire, veulent promouvoir la théorie d'une construction lente, certes, mais soumise à l'autorité d'une puissance transcendantale. Mieux vaut pourtant ne pas faire les malins. Ainsi, lorsque nous avons commencé à mettre au point les éléments de la communication pour annoncer cette conférence, nous avons pensé illustrer l'affiche par cette représentation qu'on trouve dans la plupart des livres d'histoire au chapitre de la préhistoire, et qui doit bien se trouver sur bien des murs de classe ou dans des centres de documentation et bibliothèques scolaires. Ce dessin, je vais vous le montrer, qui se veut une illustration de l'évolution darwiniste, nous semblait faire consensus. Pourtant, Jean-François Brochec et Francine Roussel, qui préparaient la venue de Guillaume Lecointre, ont eu la bonne idée de lui soumettre la maquette de l'affiche et ne s'attendaient pas à sa réaction. Je m'arrête ici. Je donne la parole à Guillaume Lecointre qui nous dira pourquoi il rejette cette représentation avant de nous expliquer ici, dans ce lieu de formation des enseignants, pourquoi n'enseigne-t-on pas que la Terre est plate. Je dois répondre, Jean-Michel, là ? Oui. Alors là, on est en train de changer le sujet de la conférence, parce que si je dois vous expliquer pourquoi cette figure est obsolète, ça peut prendre un certain temps. Pour faire très court, alors en une seconde, pourquoi n'ai-je pas voulu de cette figure sur l'affiche de la conférence ? Pardon ? Voilà, c'est fait. Oh là, il y aurait beaucoup à dire, mais si vous lisez le bulletin du Créal 76, eh bien Jean-Michel m'a demandé de faire un article, et je vais vous donner la réponse dans l'article. Non, allez, je vais arrêter de faire le malin. Cette figure met le rapport de l'homme à l'animal sur un seul axe linéaire. Il y a un début, il y a une fin. Et forcément, sur cette figure, l'émergence de la fin correspond à la fin du début, si vous voyez ce que je veux dire. Cette figure induit des enfants à se demander pourquoi il reste, si l'homme descend du singe, pourquoi reste-t-il des singes ? Effectivement, sur la figure, à l'apparition de l'homme correspond la disparition du singe. Vous n'avez qu'un seul axe.
Et puis cette figure est familière du raisonnement de la plupart de notre intelligentsia francophone en philosophie, où le rapport entre l'homme et l'animal est vécu sur un seul axe, avec un curseur qui est un curseur de coupure, et pas une procédure d'agglomération. On ne raisonne pas en partage, on raisonne en exclusion. Ce qui fait que l'homme est singulier, ce sont les traits qui l'extirpent, l'excluent en quelque sorte d'un monde animal qui, lui, n'est jamais défini. Et ça, c'est une pensée scaliste. Hein. L'échelle, scala, c'est l'échelle, c'est une pensée, de césure, une pensée d'exclusion. Or, quand on pense la biodiversité aujourd'hui, eh bien, on pense notre rapport au monde animal et au monde vivant tout court avec des procédures de partage, d'agglomération. On réfléchit sur ce qu'on a en commun. Rien de ce qui ne fait de vous un vertébré, parce que vous avez des vertèbres, ne vous empêche d'avoir votre spécificité humaine, parce que la boîte homme est à l'intérieur de la boîte vertébrée. Il faut raisonner en boîte, et vous n'excluez personne. Cette figure est une figure potentiellement d'exclusion, on va le dire tout simplement comme ça. Donc il n'y a pas que ces raisons-là, il y en a beaucoup d'autres, mais enfin je veux faire court. Donc je n'ai pas voulu de ce leitmotiv, et je vous expliquerai donc dans le bulletin bientôt pourquoi. Merci. Ça te va, Jean-Michel ? C'est là. C'est bien. Alors pourquoi n'enseigne-t-on pas que la Terre est plate ? Eh bien, chers concitoyens, pourquoi n'enseigne-t-on pas que la Terre est plate ? C'est parce que c'est Condorcet qui l'a voulu ainsi. Hein. On a une petite image de Condorcet ici sur la figure. Pourquoi parler de la Terre plate ? Sachez seulement qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la congrégation des Flat Earthers. Les Flat Earthers, ce sont les chevaliers de la Terre plate. Et ces gens contestent l'enseignement des sciences à l'école publique américaine et réclament un enseignement à la maison où on pourrait enseigner aux élèves que la Terre est plate, effectivement, et puis enseigner aussi que la vision qu'on a d'une Terre sphérique vue de l'espace, eh bien, pour eux, c'est un faux. Hein, c'est un faux qui a été produit par les tensions de la guerre froide avec la conquête pour la Lune. Vous comprenez bien le titre, sous-entendu, qu'est-ce qui donne sens à un contenu de programme scolaire dans une république, et en particulier la République de Condorcet. Alors cette République de Condorcet, je ne vais pas être très long dessus, moi je retiens juste un principe qui sert à mon propos. Ce principe, c'est que les Lumières, et en particulier le projet républicain qui émerge au moment des Lumières, est un projet qui propose de fonder le vivre ensemble sur un pari optimiste, le pari que chaque citoyen ou chaque futur citoyen, chaque enfant en passe de le devenir, eh bien, va pouvoir exercer ses devoirs et jouir de ses droits par une propriété qui est la raison. Alors Condorcet n'est pas naïf, il sait très bien que les humains sont divers, tout le monde n'est pas également doué de raison, mais c'est un pari qui tire vers le haut, au lieu d'avoir un vivre ensemble fondé sur la suggestion de l'individu au roi et l'adhésion de cet individu à la foi qui est celle du roi. Ça, c'est le schéma de l'Ancien Régime, où le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont un seul et même pouvoir. Eh bien, pour Condorcet, je ne vous apprends rien, hein, c'est trivial ce que je dis, mais c'est bon à rappeler. On fait le pari que le vivre ensemble va être non plus fondé sur un rapport au monde réel qui relève de la foi, mais un rapport au monde réel qui relève du savoir. Et ce savoir, il est élaboré grâce au pari de la raison, précisément. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que ma conférence, finalement, se situe à un point de jonction entre l'épistémologie et la politique. Un programme scolaire, c'est une décision politique, et puis ce qu'on fait dans une classe, enfin, c'est la fondation même, ce qu'on fait dans une classe, c'est la fondation même du projet de société qu'on veut produire. Et il se trouve que les sciences contribuent, ça c'est l'axe principal de mon propos, les sciences contribuent passivement au projet de Condorcet. Parce que depuis le XVIIIe siècle, que font les sciences ? Les sciences, c'est un projet de construction collective, de compréhension rationnelle et collective, et je souligne sur le caractère collectif de la validation des savoirs en sciences. J'insisterai là-dessus tout à l'heure. Les sciences, c'est un projet d'explication et de compréhension rationnelle du monde réel, et ce projet, il est collectivement mené. Évidemment, la raison est au cœur, on va le voir tout à l'heure, de l'entreprise scientifique,
Et de fait, même si les sciences ne sont pas forgées pour servir un pouvoir politique particulier, certainement pas, dans la validation des savoirs, depuis 2 siècles et demi, les chercheurs sont autonomes vis-à-vis du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Je ne vous parle pas des applications des sciences, là, je vous parle de la validation des savoirs. Les sciences sont autonomes, et de fait, sans l'avoir voulu, j'ai envie de vous dire, eh bien, elles sont compatibles avec le projet de Condorcet, puisqu'elles mettent au cœur de l'appréhension du réel à la fois la raison et à la fois le caractère collectif induit par le débat, entraîné par l'usage de la raison. Il n'y a pas de résultat scientifique qui fasse partie des connaissances collectivement validées, qui n'ait pas fait l'objet d'un débat. Un résultat, dans ma profession, depuis plus de 150 ans, depuis 200 ans, dans ma profession, il n'est pas un résultat stabilisé, comme faisant partie des biens publics, qui n'ait pas été corroboré par des équipes indépendantes et donc qui n'ait pas fait l'objet d'un débat. Ce débat, chez les scientifiques, il mobilise évidemment cette raison. Alors, il y a une conjonction d'intérêts, j'ai envie de vous le dire comme ça, il y a une convergence d'intérêts entre ce que font les scientifiques entre eux, lorsqu'ils interprètent rationnellement le monde réel, et le projet de fonder le partage sur le savoir dans l'espace de l'école. Cela nous amène à examiner finalement ce que c'est que le savoir par rapport à d'autres types de propos que des élèves dans des classes peuvent être amenés à formuler, qui relèvent d'opinions ou qui relèvent de croyances. Si je devais aider les enseignants en formation initiale, si je devais aider les enseignants en formation continue à essayer de trouver une espèce de pédagogie en kit pour pouvoir distinguer savoir, croyance et opinion, afin de rendre politique l'espace de la classe face à nos élèves. Dans une classe, il y a des règles du jeu. Il y en a beaucoup plus que moi dans cette salle qui le savent, et même mieux que moi. Dans l'espace de la classe, c'est un espace politique. Il y a des règles du jeu, comme d'ailleurs au laboratoire, il y a des règles du jeu. On ne fait pas n'importe quoi dans un laboratoire non plus. Et il me semble important, si on veut reprendre les choses à la racine, lorsque des élèves contestent des contenus de savoir dans l'espace même de la classe, au motif que chez eux, leur chef religieux leur dit le contraire, eh bien, peut-être qu'il ne faut pas seulement recadrer ce que sont les sciences sur le plan épistémologique, mais il faut peut-être aussi recadrer l'espace de la classe comme un espace politique, de manière à ce que l'enseignant soit droit dans ses bottes, dans sa fonction. Alors, pour aider l'enseignant, j'ai envie de vous proposer une pédagogie en kit. Dans la République française, on a décidé qu'à l'école publique seraient enseignés des savoirs, et pas des opinions, et pas des croyances. Alors je vais vous faire une petite déclinaison en fonction de 2 critères. Le premier critère, c'est de savoir si l'assertion qui est produite dans l'espace de la classe, ou dans l'espace du laboratoire d'ailleurs, est-ce que cette assertion est assumée à titre collectif, ou est-ce qu'elle est assumée à titre personnel ? Et le deuxième critère, c'est le rapport à l'autorité. En fait, c'est ce qui fonde la légitimité de ce qui est dit. Est-ce que ce qui est dit parce que quelqu'un l'a dit, principe d'autorité, ou un texte l'a dit, principe d'autorité, ou est-ce que ce qui est dit se justifie rationnellement ? Alors, j'ai envie de vous dire tout de suite que le savoir, précisément, se caractérise par une justification rationnelle. Quand je sais quelque chose, je sais pourquoi je le sais. Un savoir est questionnable à tout moment, et sa légitimité vient précisément du fait qu'il a résisté à de multiples tentatives de déstabilisation. C'est précisément le travail des scientifiques. Tous les jours, nous soumettons nos articles à des journaux qui soumettent notre article à des pairs, PAIRS, et ces pairs éprouvent l'article, mis à l'épreuve, hein, et c'est pas fini, même si l'article est publié, des équipes indépendantes remettront à l'épreuve ce qui est affirmé dans nos articles. Donc, l'exercice des sciences est un peu une école d'humilité, vous voyez. Quel que soit l'âge qu'on ait, on se fait étriller à chaque fois qu'on publie tous les ans. Eh bien, nos collègues nous éprouvent ce qu'on dit. Donc, il y a à la fois un dialogue dans cette épreuve, et surtout, retenez que cette épreuve, elle est bien sûr un jeu collectif. Et ce qui va perdurer au fil des décennies, je veux bien que dans un exercice dans une expérimentation scientifique, il y ait des biais économiques, sociaux, culturels. L'individu n'est pas objectif, certes, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que sur le long terme, ce qui va rester, c'est ce qui aura passé justement, le filtre collectif, qui va amenuiser, voire annihiler les biais subjectifs individuels, ou les pressions politiques, ou les pressions économiques.
Donc le savoir se forge à l'échelle collective, et d'ailleurs c'est pour ça que moi, payé par vos impôts, je fabrique ce qu'on appelle des biens publics, c'est-à-dire je fais du bien public sous forme de savoir, que je publie à l'international et que je restitue à travers des journaux de vulgarisation ou des conférences publiques telles que je le fais là. Donc le savoir se caractérise par sa validité collective, et collectivement établie, j'allais dire, et sa capacité à se justifier à tout moment. Un savoir est tout sauf un dogme, précisément, puisque je vous disais que sa légitimité vient du fait qu'il peut être questionné à tout moment. Allez-y, faites mieux. Si vous pensez que c'est le contraire, allez-y, faites mieux, mais vous devez jouer la règle du jeu que les scientifiques ont jouée. Pourquoi est-ce que des créationnistes, par exemple, qui refusent l'évolution biologique, ne peuvent-ils pas dialoguer avec des scientifiques ? Alors, les créationnistes disent parce que les scientifiques sont obtus, parce que le milieu académique ne veut pas voir sa théorie remise en cause. C'est un dogme, disent-ils. Beau jeu qu'ils ont de faire croire que notre refus de dialoguer provient d'un dogmatisme. L'objectif du créationnisme, je vais vanter ici les mérites du livre d'Olivier Brosseau et de Cyril Baudouin, l'enquête chez Belin, le meilleur livre sur le sujet, sur les véritables enjeux des entreprises de négation de la science dans le domaine de la biologie, de l'anthropologie et de la paléontologie, à savoir le créationnisme, qui se qualifie lui-même de scientifique. C'est pour ça qu'il est important de rappeler ce que c'est que les sciences, ce que je vais faire tout à l'heure. Eh bien, ce créationnisme-là, son enjeu, ce n'est pas le domaine des sciences. Pourquoi critique-t-il l'évolution ? Non pas parce que l'évolution serait fragile en tant que théorie, pas plus qu'une autre. C'est parce qu'en fait, c'est le cheval de Troie par lequel le discours théologique peut revenir à l'école publique. L'enjeu, c'est l'école, c'est pas les sciences. Si je fais des bouquins contre le créationnisme, c'est pas pour mon métier. Moi, je suis pas menacé en tant que chercheur. Ma communauté professionnelle hausse les épaules. Le Quant, t'as pas autre chose à faire que de faire des bouquins sur le créationnisme. Ah ouais, je suis désolé, mais c'est l'école que je défends, c'est pas les sciences. Donc l'enjeu, c'est l'école, et les créationnistes viennent sur l'estrade dialoguer avec les scientifiques dans une guerre de la communication. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces gens-là ne sont pas animés par les ressorts de la règle du jeu qui règne dans les laboratoires académiques. Il y a des règles du jeu que je vais vous énoncer dans un instant. Ces règles du jeu, elles passent par le discours, le dialogue honnête, dans lequel la raison est honnêtement investie. Face à des créationnistes, on ne joue pas le même jeu. Vous jouez le jeu de l'argumentation rationnelle, eux, ils jouent le jeu de la communication. Même si vous démontrez que ce qu'ils disent est faux, ils auront déjà gagné. Pourquoi ? Vous l'avez compris, parce qu'ils ont dialogué avec quelqu'un du milieu académique. Ça peut vous paraître absurde, mais c'est de la sociologie élémentaire. Je vous raconte une anecdote. Pour le bicentenaire de la naissance de Darwin, en novembre 2009, pour le 150e de l'apparition de l'origine des espèces, le Muséum national d'histoire naturelle, ma propre institution, a laissé le France 5 constituer un plateau dans la Grande Galerie de l'Évolution pour fêter le 150e de l'apparition de l'origine des espèces. Et France 5 a demandé que sur le plateau soit invité un créationniste. Alors, je ne vous cache pas, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé la communication de mon établissement, je leur ai dit « mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Si vous les faites entrer dans la galerie, cœur symbolique, la galerie de l'évolution, au Muséum national d'histoire naturelle, si vous faites rentrer ces gens-là dans la galerie, c'est bon, vous les faites gagner. Quoi qu'il se passe sur le plateau, quoi qu'ils se disent, ils ont déjà gagné, ils pourront mettre sur leurs vidéos, sur leurs produits qu'ils ont dialogué, qu'ils ont été invités par le muséum, ils n'hésitent devant rien, je vous assure, et qu'ils ont dialogué avec... bref. Donc, dans le week-end, du vendredi soir pour le lundi matin, dans le week-end, le plateau a été modifié. La parole créationniste a été maintenue. Comprenez-moi bien, je ne me prenais pas pour un sectateur. La parole créationniste a été maintenue, mais elle a été maintenue dans son contexte. C'est-à-dire que le monsieur qui était invité, eh bien, on le voyait sous forme de film au salon évangélique, et il s'exprimait, il donnait son propos dans le cadre d'un salon évangélique, et là, il était à sa place. Mais le mettre sur une estrade avec des scientifiques devant un public, c'est faire croire au public que votre interlocuteur joue les mêmes règles du jeu que celles à laquelle vous jouez vous, et donc vous trompez le public sur ce qui se passe vraiment. Et donc ça, il faut vraiment le comprendre. Vous verrez rarement sur un plateau des scientifiques et des créationnistes dialoguer, parce que leur guerre, c'est la guerre scolaire, et notre guerre, nous, c'est même pas une guerre, j'allais dire, c'est un exercice de l'argumentation. Je me présente comme un petit ange, voilà. Bon. Alors, continuons. Donc, les savoirs ne peuvent pas être mis en débat
Si vous ne jouez pas la règle du jeu des savoirs, ce que je suis en train de dire tout simplement, c'est que devant un public, vous ne pouvez pas faire croire qu'une mise en débat du savoir versus la croyance, précisément, et là, tout à l'heure, on verra la notion de foi, quelqu'un qui a la foi n'est pas en mesure de mobiliser les ressorts critiques que mobilisent les scientifiques. Ça, il y a un biais dès le départ. Alors, nos élèves qui contesteraient les savoirs au motif qu'ils ont des croyances. Le mot croyance est compliqué. Pourquoi il est compliqué? Parce que il recèle plusieurs réalités. On ne peut pas faire société commune sans croyance. Nous sommes tous, à un moment donné, dans notre vie, des crédules consentants. Et pourquoi? C'est tout simple, c'est parce qu'on ne pourrait pas faire de société commune si on ne se faisait pas confiance. Si vous ne faites confiance en personne, vous devenez nihiliste. Hein, vous mettez plus votre lettre à la poste. Mettre votre lettre à la poste, c'est que vous faites confiance dans les services publics. Ou alors, si vous ne faites pas confiance en la poste, vous prenez votre voiture et vous emmenez votre lettre chez son destinataire. Hein. Voilà. Bon, la notion de lettre même perd de son sens. Hein. Donc, on ne fait pas société commune sans croyance. Seulement, il faut distinguer la croyance qui consiste à être en posture de confiance, c'est-à-dire de crédulité consentante. J'espère que parmi les gens qui sont ici aujourd'hui, certains sont là parce qu'ils me font confiance et que peut-être que finalement, ils consentent temporairement à se poser comme des crédules consentants. Néanmoins critiques, mais a priori consentants. Donc il ne faut pas rejeter la croyance aussi facilement en l'opposant au savoir. Un élève dans une classe, devant l'autorité de son enseignant, est en situation d'être un crédule consentant, et heureusement, parce que sinon on n'apprendrait rien. On n'apprendrait rien de ses parents, bien sûr, et puis rien de ses professeurs. Donc la croyance se justifie par un principe d'autorité. En fait, elle n'a pas besoin, si elle est croyance, elle n'a pas besoin de se justifier rationnellement. Donc c'est le professeur, c'est les parents, c'est le chef religieux éventuellement. Bon, et la croyance est assumée à titre personnel. Quand la croyance est assumée à titre collectif, ça devient une croyance religieuse. Parce que dans le mot religion, il y a la notion de lien. Et c'est le lien entre des individus qui croient dans le même chef. Et donc cette croyance-là, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle entraîne une foi collective. Donc la première croyance, je ne la présente pas comme nécessairement négative, elle est nécessaire pour faire société commune, par moment. Et puis la croyance religieuse, c'est un collectif qui, accrédite des assertions sur le fait qu'une autorité l'a énoncé. D'ailleurs, vous remarquerez que vous faites face à une croyance religieuse. Lorsque vous demandez à un croyant, au sens de la foi, de se justifier sa croyance, il est agressé. Il vous répond en se sentant agressé. Une foi ne se justifie pas rationnellement. Et puis pour finir, une opinion. L'opinion, elle est assumée à titre personnel. Et puis elle est structurée par tout ce qu'on veut. Elle est structurée par un rapport à une autorité. Elle est structurée par rapport à des justifications rationnelles. L'opinion n'est pas méthodologiquement vertébrée, elle est assumée à titre personnel. Même si vous entendez parler de la notion d'opinion publique, l'opinion publique n'est qu'une moyenne des opinions des individus. Ce n'est pas une opinion nécessairement unitaire dans le processus par lequel elle émerge. Donc, vous voyez, vous avez un petit tableau qui vous permet de distinguer. Alors, chaque ligne pourrait être de longs débats, bien sûr, mais il y a bien un moment où il faut sortir le raisin pédagogique, si vous voyez ce que je veux dire. Si on veut vraiment faire quelque chose dans les classes avec cette notion de savoir, eh bien, peut-être qu'après tout, cette proposition pourrait être utile. Alors, évidemment, vous le savez, dans la République française, à l'école publique, on a décidé qu'on enseignerait seulement la première ligne, la ligne des savoirs. Et la croyance, à la limite, est mobilisée dans la mesure où on a quand même besoin que nos élèves soient des crédules consentants, même si on appelle leur esprit critique, bien sûr. Et puis, les dernières lignes ne sont pas mobilisées. Donc il y a quand même une règle du jeu, un attendu cognitif, disons-le comme ça, dans l'espace de la classe, où on cherche quand même à faire marcher les ressorts du savoir. Alors ces ressorts du savoir, ce sont les mêmes que ceux qu'on utilise en sciences. C'est pour ça que je vous parlais de convergence d'intérêts entre l'espace des sciences et l'espace de la classe. Le problème pour des parents d'élèves, pour tous les publics d'ailleurs, c'est qu'il y a 4 acceptions courantes du mot science, et que notre rapport à la science n'est pas épuré, à l'interface science et société,
notre rapport à la science n'est pas épuré d'un certain nombre de confusions possibles. Je prends de Alan Sokal et Jean Bricmont dans le livre Imposture intellectuelle, paru en 1997, je prends ce petit micro-trottoir de ce que sont les sciences pour le public. C'est quoi la science pour vous? Et le public peut... Enfin, Sokal et Bricmont catégorisent en quelque sorte 4 types de réponses possibles de la part du public. La science est entendue, premièrement, comme un ensemble de résultats à un moment donné, une somme de connaissances, si vous voulez, l'ensemble des connaissances disponibles à un temps T. Ce qui s'est stabilisé, ce dont je vous disais que ça a fait le fruit d'un filtre collectif, les résultats en tant que bien public. Deuxièmement, les sciences conçues comme une communauté, une institution, ce que vous entendez appeler la communauté scientifique. C'est donc la couche sociale et politique d'organisation de la recherche, alors dans un pays donné, mais aussi à l'international. Troisième sens du mot science, la science est conçue parfois comme un ensemble d'applications. Et plus particulièrement, souvent, les sciences dans nos pays sont valorisées lorsqu'elles conduisent à ce qu'on appelle des innovations, c'est-à-dire des applications technoscientifiques qui ont abouti, qui ont débouché sur une exploitation économique. Alors, les applications techniques qui débouchent sur des exploitations économiques, il y en a beaucoup, ou guerrières d'ailleurs, il n'y a pas que économique. Ça, c'est vraiment le sens le plus populaire et le plus répandu du mot science. Vous le voyez à peu près partout, sur la toile, à la télé. Quand on dit science, on vous présente pas un mec qui réfléchit. Quand on parle de science, on vous présente des pacemakers, des robots, des fusées qui décollent, enfin voilà. Et puis, pour finir, la science que j'ai envie de défendre aujourd'hui, c'est la science au sens quatrième. C'est la science en tant que méthode rationnelle et collective d'explication du monde réel, c'est-à-dire un attendu cognitif, les fameuses règles du jeu qui régissent l'argumentation dans l'espace du laboratoire et dans l'espace international des sciences. Si je devais mettre un petit symbole, vous voyez, c'est comment on réfléchit, comment est-ce qu'on appréhende le monde lorsqu'on produit des assertions scientifiques. Eh bien, c'est cette science-là qui, à mon sens, n'est pas suffisamment explicite, enseignée, mise en valeur. Pourquoi ? Parce que les rejets, la plupart des rejets des sciences dans nos publics, ou la plupart des attitudes, à l'inverse, scientistes, ultra-scientistes, où on va penser que les sciences à elles seules vont résoudre des problèmes qui sont des problèmes de société, avec des niveaux d'intégration cumulés beaucoup plus compliqués que ce que les seules sciences peuvent faire. Enfin, bref, un scientisme mal compris, je ne veux pas taper sur le scientisme non plus, un scientisme mal compris et une attitude anti-scientifique résulte souvent de la confusion des 4 sens du mot science qui sont là. Vous avez des reproches à faire au point 1. Vous avez légitimement des reproches à faire au point 2. Vous avez légitimement des reproches à faire au point 3. Et vous faites ce qu'on appelle rejeter le bébé avec l'eau du bain. Vous rejetez la science sans avoir précisé de quoi vous parlez vraiment. Et vous rejetez l'appréhension collective et rationnelle du monde réel au motif que, par exemple, au sens 3, les applications techniques seraient moralement réprouvables. Ça, c'est vraiment le boulevard de l'ensemble des franges conservatives des 3 monothéismes, par exemple, dans tous les pays. Il faut remettre Dieu au laboratoire, disent-ils. Il faut faire en sorte que la science revienne dans le giron de la théologie, parce que Dieu est garant de la moralité des applications des sciences, et tant que Dieu sera absent des laboratoires, les scientifiques feront des grosses bêtises. Ils font des bombes atomiques, ils font des armes chimiques. Alors évidemment, il y a plusieurs... Ça c'est vraiment très répandu, et il y a plusieurs tours de passe-passe là-dedans. Le premier tour de passe-passe, c'est de vous faire croire que Dieu a le monopole de la morale. Ça, j'en discuterai pas ce soir. Mais le deuxième tour de passe-passe, surtout, c'est de confondre, évidemment, les 4 sens du mot science ici, c'est-à-dire de croire que parce qu'on va brider la découverte, on va brider l'exercice d'explication rationnelle et collective du monde réel, on va le brider avec des limites et des contraintes théologiques, alors les applications sociales, historiques et techno-économiques vont s'en trouver améliorées du point de vue de la moralité des applications. Évidemment, la moralité des applications, elle se discute dans l'arène des citoyens, elle ne se discute pas par un bridage de la découverte. Elle n'émane pas
de la question de savoir si un résultat est vrai ou faux, parce qu'il serait moralement réprouvable ou pas. Ça n'a pas de sens, évidemment. Donc, le premier exercice pour nos concitoyens, et pour savoir ce qu'on doit faire en tant qu'épistémologie explicite dans le système scolaire, eh bien, c'est de valoriser la méthode au point 4, les attendus cognitifs, et de la distinguer des faits socio-économiques 1, 2 et 3. Alors justement, puisqu'on va s'employer à caractériser la science en tant que démarche maintenant, et pas en tant que système d'application, et pas en tant que collectif professionnel, si on parle de la démarche, eh bien cette démarche, elle a changé au cours de l'histoire. Et ça aussi, ça n'entraîne pas la compréhension qu'ont nos concitoyens. Je ne vous fais pas de blague, je me suis déjà retrouvé dans des conférences publiques devant des élèves de terminale, avec à côté de moi un sociologue et un historien, que je ne citerai pas. Et les élèves de terminale étaient véritablement en attente, puisque le thème c'était sciences et religion. Les élèves étaient en attente d'une démarcation. Parce que justement, sans démarcation, il y a des conflits. Pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour qu'une laïcité puisse naître dans leur tête, et surtout la laïcité des savoirs produits par les sciences, il faut quelque part une explicitation des règles du jeu qui régissent le dialogue des laboratoires. Une espèce de démarcation, enfin au moins un minimum d'attendu cognitif de ce qui se passe dans un laboratoire. Et à chaque fois que j'avançais, lors de ce congrès, à chaque fois que j'avançais un élément de compréhension de ce que sont les sciences aujourd'hui, comme exercice collectif de la rationalité sur le monde réel, eh bien les historiens limitaient mon propos en disant « Oui, mais vous comprenez, Newton était alchimiste. Ah oui, mais vous comprenez, Einstein a dit que Dieu ne joue pas au dé. Ah, mais vous comprenez, tel chercheur était croyant. » Si vous relativisez ce qu'est la science aujourd'hui dans son exercice contemporain par ce que la science a été hier, quand vous reculez jusqu'à des époques où les gens étaient à la fois philosophes, théologiens et scientifiques, parce que la professionnalisation de la science, c'est un phénomène récent. La professionnalisation, elle a quoi, 150 ans à peine. Et donc, si vous relativisez par l'histoire n'importe quel attendu cognitif de l'espace du laboratoire, vous annulez toute possibilité de caractériser ce qui se passe aujourd'hui dans les laboratoires pour nos élèves. Et j'ai été grandement frustré par cet échange à cette époque-là, parce que finalement, les collègues ne nous ont pas rendu service dans cet exercice collectif. Alors depuis le XVIIIe siècle, il y a un contrat collectif qui se met en place tout doucement. C'est pas un décret, hein, c'est pas un claquement de doigts. J'aime bien la formule des encyclopédistes, expliquer la nature avec les seules ressources de la nature. Il y a un contrat dans le laboratoire, et il y a donc un contrat dans l'espace de la classe aussi, quand on enseigne des sciences. C'est que les explications extra-naturelles pour expliquer des phénomènes naturels ne sont pas mobilisables par contrat. Pas besoin de dire à l'élève que c'est faux ou que c'est vrai, c'est juste qu'il ne joue pas la bonne règle du jeu. Quand on joue à un jeu, il y a des règles, vous ne pouvez pas tricher, en principe. Et donc on ne triche pas, c'est-à-dire qu'on fait l'effort intellectuel d'expliquer les natures avec les seules ressources de la nature. Ça, c'est une belle formule de Diderot et de Buffon. Les scientifiques collectivement organisés ne traitent pas de questions métaphysiques aujourd'hui. Ils ont pu le faire hier, bien sûr. Mais aujourd'hui, dans l'exercice des sciences, les scientifiques n'adoptent pas ce métier pour servir une posture métaphysique particulière ou combattre une posture métaphysique particulière. Alors, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que les sciences s'enracinent en métaphysique. Il ne pourrait pas y avoir de science sans racine métaphysique. Par exemple, quand vous dites que le monde réel est fait de matière, vous prenez un postulat métaphysique, bien sûr. Quand vous dites que le monde réel est au moins fait de matière, vous êtes prudent. Au moins, ça veut dire que vous êtes obligé vous pouvez ajouter quelque chose, si vous voulez, mais ça ne regarde pas les scientifiques. C'est un postulat métaphysique. Donc, il y a bien des racines métaphysiques à l'exercice des sciences, mais pour autant, le collectif moderne des scientifiques n'est pas intentionné. Nous ne sommes pas des prescripteurs au-delà du monde physique. Nous sommes légitimes pour parler du monde physique, au sens large. Hein. Vous mettez la sociologie et l'histoire là-dedans, bien sûr. Hein. Nous sommes prescripteurs dans le monde physique, mais nous ne sommes pas prescripteurs dans le monde métaphysique. Il y a d'autres types de réflexions qui le font déjà. La profession des scientifiques d'aujourd'hui n'est pas la profession des philosophes, par exemple. Hein. Et je le dis de manière,
absolument respectueuse pour l'ensemble des activités de la psyché humaine. Hein. Donc le contrat, c'est de parler du monde réel et seulement de lui, du monde naturel en fait, pour produire des connaissances objectives, c'est-à-dire des connaissances qui auront été validées par des observateurs indépendants, je l'ai déjà dit. Et cette validation, elle passe par la reproductibilité d'expériences sur le monde réel, par des observateurs indépendants. Et il y a beaucoup de paris qui sont faits à partir de ça. L'universalité, par exemple, l'universalisme sur lequel se fondent les sciences d'aujourd'hui, depuis les Lumières, c'est qu'il y a au moins deux propriétés postulées comme étant universelles. Premièrement, la raison. Un Chinois, un Chilien, un gars de Quimper ou un gars d'Afrique du Sud peut reproduire mes expériences. Je suppose quand même qu'il utilise les mêmes règles logiques que celles que j'ai utilisées, sinon le débat ne va pas être possible. La raison est postulée comme étant universelle. Deuxièmement, le monde tel qu'il existe là dehors, il est postulé comme universel aussi intrinsèquement. Je veux dire par là que je fais le pari qu'il va se manifester à mes collègues comme il s'est manifesté à moi. Si je pense que le monde réel n'est pas le même selon la culture de celui qui le regarde, je ne peux pas faire de science. Alors ce que je dis là a une portée considérable dans le monde d'aujourd'hui, c'est que vous avez toute une partie d'intelligentsia à l'UNESCO, par exemple, qui raisonne relativiste, c'est-à-dire qui pense que le monde réel est variable selon la culture de celui qui l'appréhende. Deux assertions logiquement contraires peuvent être vraies en même temps, dès lors qu'elles sont considérées dans leur registre culturel respectif. Et ça, c'est ce qu'on appelle le relativisme cognitif. Cette pensée habite les plus hautes sphères des droits de l'homiste aujourd'hui. Et si vous voulez défendre les opprimés, moi, le pari que je fais avec Paul Bogossian, le philosophe américain, qui a sorti ce superbe livre chez Agone qui s'appelle « La peur du savoir », moi, avec Paul Bogossian, j'ai envie de vous dire, si vous voulez défendre les opprimés, le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire, c'est la raison, précisément. Et ce n'est pas la renonciation de la raison au motif que ça serait un produit postcolonial, comme le pense une partie de la gauche française. Alors évidemment, si je suis scientifique, je fais le pari de l'universalité de la raison, bien sûr. Mais je vous garantis que si ça vous semble évident à vous, il y a des sphères entières du monde politique qui ne pensent pas comme ça du tout. Alors, ils vont défendre les sciences parce qu'elles sont pourvoyeuses de technologies, elles sont pourvoyeuses d'applications, mais au moment où il faut assumer complètement la cohérence du pari que les sciences font sur la raison, sur le plan des droits de l'homme, ils y renoncent. Donc c'est une incohérence foncière que cette pensée. Donc un universalisme, oui, mais un universalisme non dogmatique. Ben, vous l'avez compris, si les sciences produisent des savoirs, je vous ai dit que les savoirs étaient légitimes du fait qu'ils étaient questionnables à tout moment. S'ils sont valides, s'ils sont légitimes, c'est qu'ils ont résisté à de multiples tentatives de déstabilisation. Et donc, précisément, c'est le contraire du dogmatisme. Un savoir se tient parce que vous pouvez continuer à le secouer, à l'étrier, à l'éprouver, à le remettre en cause. Et celui qui le tient doit être en mesure de justifier son maintien. Et s'il ne peut pas le justifier, par les règles du jeu que je vais vous énoncer dans un instant, eh bien ce savoir va changer. Le savoir est toujours potentiellement périssable. Et ça, ce n'est pas l'image qu'ont nos gamins. Nos gamins, ils ont une vision des savoirs scientifiques comme des entités dogmatiques et figées. Et il faut changer évidemment ça. Les résultats des sciences sont toujours temporairement valides. Alors évidemment, il y a des pas de temps, je vous l'accorde. Hein. La loi d'attraction des corps, si je saute par la fenêtre, quand même, ça va faire mal, quoi. Je veux dire par là qu'il y a des pas de temps dans la déstabilisation des savoirs. Mais en aucun cas, un savoir, même très établi depuis longtemps, on n'a pas besoin de dire que c'est une vérité immuable. On n'en a pas besoin. On a juste besoin de dire que ce savoir est fiable. Vous pouvez vous y fier. Au moment présent, au moment où je vous parle, vous pouvez vous fier à ça. Demain, ça peut changer, mais aujourd'hui... non, là, vous ne pouvez plus vous y fier. Là, on ne peut plus s'y fier, là, oui, d'accord. Bon, alors, allons vers les attendus méthodologiques de l'espace des laboratoires, puisque vous avez compris qu'il y a un enjeu politique à expliciter ces attendus. Pour que nos élèves comprennent quelles règles du jeu on joue dans l'espace de la classe, et quand je dis nos élèves, je monte jusqu'aux licences, hein, aisément. Ce que je vous raconte là, on est en train de faire un Moodle avec le Presse Paris 6, Muséum Paris 4. On fait un Moodle pour les licences 1, licence 2, licence 3, où on leur donne ces attendus cognitifs, 4 attendus cognitifs élémentaires du laboratoire. Le Moodle s'appelle « Êtes-vous prêts pour les sciences ?» Ah, vous êtes en L1 de sciences, est-ce que vous êtes prêts à faire des sciences? Dans l'idée, est-ce que vous avez la comprenette qui est sur les rails, quoi, hein? Alors, il y a 10 questions sous forme de...
il y a 10 questions sous forme de quiz. Et dans les 10 questions, évidemment, on a fait les malins, on a glissé les attendus cognitifs élémentaires du laboratoire qui font qu'un créationnisme politiquement organisé ne peut pas s'auto-qualifier de scientifique. Et pour la raison suivante, premier pilier, un raisonnement scientifique, une attitude scientifique mobilise forcément ce qu'on appelle un scepticisme initial. Un scepticisme initial, qu'est-ce que ça veut dire? Sur les faits dont nous disposons sur le monde réel, nous sommes à tout moment honnêtement induits à nous poser des questions, c'est-à-dire à remettre en cause les énoncés de ces faits. Un scepticisme initial sur les faits, vous démarrez une expérience et vous vous posez honnêtement une question sur le monde réel. Ça a l'air tout bête, hein. Mais alors si vous voulez savoir pourquoi c'est pas évident, voyez ce que font par exemple Henry Morris et Duane Gish aux États-Unis d'Amérique. En 1969-70, lorsqu'ils ont compris que le créationnisme négationniste des sciences ne remportait plus l'assentiment vis-à-vis du public, eh bien, ils ont changé de stratégie. Ils ont qualifié leur propre créationnisme de créationnisme scientifique en disant « Nous allons prouver scientifiquement, et c'est écrit sur leur site web, vous irez voir, nous allons prouver scientifiquement la vérité du contenu littéral de la Genèse biblique. » J'en vois dans la salle qui hausse les sourcils, tant mieux, vous me rassurez. C'est que si ce qui est à découvrir est déjà gravé dans le marbre, c'est même pas la peine de faire une manip. Vous consentez à un effort expérimental si et seulement si vous êtes mu par une question qui vous tient honnêtement à cœur. Et donc, mobiliser les sciences pour prouver un texte sacré, c'est juste absurde. Mais néanmoins, ils se qualifient eux-mêmes de scientifiques parce qu'ils vont agiter plein de trucs dans tous les coins. Il va y avoir par exemple de la sédimentologie expérimentale, une sédimentologie diluvienne. Je pense par exemple à un auteur français. Non mais ça se passe en France, ça rigolez pas. À Marseille, il y a un type qui a installé un dispositif, je ne le citerai pas pour pas lui faire de publicité, mais il a installé un dispositif de circulation de fluides chargés de particules pour modéliser le déluge et pour prouver que les couches sédimentaires, s'il arrive à prouver que les différentes particules se déposent par strates homogènes et différenciées les unes des autres, c'est qu'un seul passage de fluide peut correspondre des strates. Et donc, c'est quoi l'interprétation? C'est que les strates géologiques que vous connaissez sur Terre, elles sont le fruit du déluge spontané. Et donc, il y a des dispositifs expérimentaux qui sont montés pour simuler les conditions de la Genèse biblique. Ce qui est à prouver est déjà inscrit dans le marbre. Évidemment, ça ne peut pas être de la science. Alors, savez-vous seulement qu'on corrige, nos élèves là-dessus, enfin nos étudiants, dans des stages de M2, on est dans les jurys de M2 et on voit des Master 2 arriver, faire la présentation de leur travail de laboratoire de 5 ou 6 mois. Et les M2 arrivent et commencent leur présentation en disant « Mon stage a consisté à démontrer que blablabla, blablabla ». Et là, on les arrête tout de suite. Non, je vous arrête tout de suite. Votre stage n'a pas consisté à démontrer que, votre stage a consisté à tester l'hypothèse selon laquelle blablabla, blablabla. Ça se glisse dans nos phrases les plus banales, les plus élémentaires. Les sciences ne sont pas une entreprise de démonstration de ce qui est déjà inscrit dans le marbre. Alors évidemment, je ne vous fais pas trop d'épistémologie à la tronçonneuse. Nous savons bien que quand on monte un dispositif expérimental, on se pose une question et il y a une série de réponses possibles. L'éventail des réponses à laquelle vous vous attendez contribue à la confection, bien sûr, du dispositif expérimental. Mais c'est votre attitude d'esprit qui compte à ce moment-là. C'est que vous devez accepter de vous laisser déstabiliser par un résultat inattendu. Bien sûr, c'est ça dont je parle. Je suis d'accord avec le fait que les réponses auxquelles vous vous attendez influent sur le montage du dispositif expérimental, bien sûr. Mais nous ne sommes pas dans une quête de la démonstration d'une idée préconçue. Ça, c'est pas une attitude scientifique. En tout cas, ça ne fait pas partie des attendus méthodologiques ou cognitifs du laboratoire. Alors, si vous voulez des exemples du programme de découverte des créationnistes, lesquels d'ailleurs induisent, je vous le rappelle sur la toile, y compris en français, induisent les élèves de première et de terminale à poser des questions aux enseignants. Sur les sites des créationnistes aujourd'hui, vous trouvez 12 questions à poser à votre enseignant. Si l'enseignant est mal armé sur le plan épistémologique, il peut vraiment assez vite se prendre les pieds dans le tapis. Bon, ça c'est juste une petite liste du programme de découverte du créationnisme scientifique dur. Création soudaine de l'univers, de l'énergie, de la vie ex nihilo. Il faut démontrer l'insuffisance des mutations et de la sélection naturelle pour expliquer le développement de la vie.
Bien entendu, ils ont horreur du hasard. Hein, ça, c'est, de toute façon, les franges conservatrices des 3 monothéismes ont horreur du hasard. Hein. Déjà qu'on a du mal, même quand on n'est pas dedans. Alors là, je ne vous dis pas. Il faut prouver les modifications limitées des types originels des plantes et des animaux. Surtout pas d'évolution, vous l'avez compris. Il faut démontrer la généalogie séparée des hommes et des singes. Oh là là, alors là, c'est... Il faut démontrer l'explication de la géologie par le catastrophisme, inondation de la Terre entière. Là, je vous renvoie à la sédimentologie diluvienne. Et puis, là, il faut démontrer la création récente de la Terre et de toutes les espèces. Je vous rappelle que pour le théologien Usher, la Terre est datée de 4004 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, on a une date anniversaire, parce que je crois que c'est octobre. C'est octobre, un mois d'octobre de moins 4004. Donc on doit être à l'anniversaire. Deuxième pilier, le pari... L'attendu cognitif de l'espace du laboratoire consiste à parier que le monde réel existe indépendamment de vous. Son existence matérielle est indépendante de ce que vous en dites. Quel sens aurait le pari que je fais que mes collègues vont reproduire mon expérience si je ne me faisais pas le pari que ce monde-là va se manifester à lui comme il s'est manifesté à moi? Il existe un réalisme de principe. Bon, c'est trivial à dire, hein. La pierre que je regarde là, j'ai un discours sur cette pierre, eh bien, ce que mon discours révèle des propriétés de son existence, cette existence-là ou ces propriétés-là existent indépendamment de mon discours. Vous avez peut-être l'impression que je vous raconte que j'enfonce des portes ouvertes, mais là aussi, sachez que nous avons des pans entiers de l'intelligentsia francophone qui ne pensent pas comme ça. Il y a des gens qui pensent que le monde, c'est nous qui le découpons, ça oui, je suis d'accord avec, c'est nous qui le découpons, le monde, mais que l'existence même matérielle des choses dépend de la façon dont vous découpez le monde. Là, je vous cite un article de Bruno Latour dans le journal La Recherche, en mars 1998. Bruno Latour commente l'arrivée de la momie de Ramsès II au Val-de-Grâce à Paris, et c'est le moment où les médecins analysent la momie, et trouve dans les poumons de Ramsès II des traces du bacille de Corps, des traces d'ADN du bacille, vous savez, qui chez nous provoque la tuberculose. Et les médecins du Val-de-Grâce publient ce résultat. Ramsès II est mort de la tuberculose puisqu'il a ses poumons truffés d'ADN du bacille de Corps. Et voilà ce qu'écrit Bruno Latour. Où se trouvaient donc les objets avant que les savants ne les découvrent? Si l'on diagnostique au Val-de-Grâce que Ramsès est mort de la tuberculose, comment a-t-il pu décéder de la bacille découvert par Robert Koch en 1882? Comment de son vivant pouvait-il boire de la bière fermentée par une levure que Pasteur, grand adversaire de Koch, au demeurant, ne mit en évidence que vers le milieu du XIXe siècle? Avant Koch, le bacille n'a pas de réelle existence. Alors là je n'ai jamais vraiment su si Latour voulait être provoquant ou pas. Mais dans la suite de l'article, là, je n'ai pas mis tout l'article, mais dans la suite de l'article, il s'enferme, hein, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de réelle existence? Pour un scientifique, les choses existent dans le monde matériel ou elles n'existent pas. Qu'est-ce qu'il cherche à dire là? Avant Pasteur, la bière ne fermente pas encore grâce à Saccharomyces cerevisiae. Dans cette hypothèse, les chercheurs ne se contentent pas de découvrir, ils produisent, ils fabriquent, ils construisent. Alors, je m'arrête sur ce mot « construire », c'est très important. Moi, je suis systématicien de métier. Je sais que systématicien, vous savez, ce sont les gens qui fabriquent les concepts par lesquels on désigne les choses du monde réel. La systématique, son rôle, c'est de gérer les rapports entre les concepts, les choses réelles et les noms. Je suis le premier à vous dire que c'est nous qui construisons les concepts, bien sûr. Bien sûr que moi, je suis constructiviste. Mais je ne confonds pas le caractère évanescent, voire même éphémère parfois, de nos concepts, et l'existence matérielle des choses que ces concepts désignent. Je ne confonds pas les deux. Linné, prenez Linné, le grand classificateur, le botaniste suédois du début du XVIIIe siècle. Linné avait fait les pachydermes dans sa classification. Rappelez-vous, dans les pachydermes, il y avait les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros. Eh bien, le concept de pachyderme n'existe plus aujourd'hui dans les sciences modernes. Mais est-ce que les hippopotames, les rhinocéros et les éléphants ont disparu? Non, bien sûr. Et donc, ne pas confondre les contenants et les contenus, c'est la moindre des choses lorsque vous conceptualisez le monde réel. Et là, Latour justifie une posture constructiviste à laquelle, à la limite, je serais prêt à adhérer. Mais il subordonne, dans son article, l'existence matérielle des choses au caractère
évanescent ou au caractère discutable de nos concepts. Et ça, les scientifiques ne peuvent pas l'admettre. D'ailleurs, vous avez rigolé en lisant la phrase. C'est que vous êtes déjà sur un câblage d'une approche scientifique du monde. Ils produisent, ils fabriquent, ils construisent. L'histoire inscrit sa marque sur les objets des sciences et pas sur les seules idées de ceux qui les découvrent. Affirmer sans autre forme de procès que Pharaon est mort de la tuberculose revient à commettre le péché cardinal de l'historien, celui de l'anachronisme. Et là, il y a une deuxième erreur de Bruno Latour, qui pourtant parle des historiens, c'est qu'il oublie de dire qui parle. Celui qui dit que Ramsès II est mort de la tuberculose, ce n'est pas un Égyptien de l'époque de Ramsès II. Là, je suis d'accord, il y aurait eu anachronisme. Mais celui qui parle, c'est un médecin du Val-de-Grâce en 1998. Et donc, il n'y a pas de biais, il n'y a pas d'anachronisme. L'historien, heureusement, a la légitimité d'énoncer des valeurs rétrospectives, des assertions rétrospectives. Si vous suivez ce texte à la lettre, il n'y a plus d'histoire. Il y a un historien dans la salle. Si vous privez les historiens de leur légitimité à produire des assertions qui ont valeur rétrospective, eh bien vous annihilez l'histoire en tant que science. Et évidemment, là, il y a une deuxième erreur. Celui qui dit que Ramsès II est mort de la tuberculose, c'est un médecin d'aujourd'hui et il a le droit de le dire. Troisième pilier. Pour être scientifique dans l'espace du laboratoire, il y a un attendu méthodologique évident. C'est que vous faites un pari, au moins un pari métaphysique, c'est qu'il existe au moins un truc dans le monde réel, c'est la matière. Pourquoi ? Parce que les scientifiques, à la révolution scientifique de la charnière 18e-19e siècle, cette révolution remet l'expérimentation sur le devant de la scène plutôt que le respect de l'autorité des textes. Textes de Galien, textes d'Aristote. Il y a des livres d'histoire passionnants. Je pense à Jacques Roger, par exemple, et sa superbe histoire des sciences au XVIIIe siècle. Il y a tout un moment où on sent que ça bascule. Les scientifiques sont encore à renoncer à la puissance de l'expérience pour le seul motif que Aristote n'a pas pu se tromper ou Galien n'a pas pu se tromper. Bon, à la charnière 18e-19e, 17e-18e, c'est en train de changer. L'expérience prend le dessus. Et qu'est-ce que c'est qu'une expérience si ce n'est un dialogue avec le monde réel ? Vous ne dialoguez pas seulement avec vos collatéraux, vous dialoguez aussi avec le monde réel. Le monde réel, qu'est-ce que c'est pour un scientifique ? C'est le monde qui, quand j'appuie dessus, ça réagit. C'est un machin, j'appuie dessus, il y a une réaction. Et donc, c'est un monde changeant. Il existe une catégorie philosophique depuis l'Antiquité gréco-latine pour désigner cette partie du monde qui est changeante. Eh bien, on appelle ça la matière. Et les scientifiques font au moins un postulat, c'est que dans le monde réel, il y a de la matière. Alors, s'il y a autre chose, peut-être si vous voulez, mais ils ne savent pas s'en emparer de cette autre chose. C'est pour ça que le matérialisme scientifique n'est qu'un matérialisme méthodologique. Il n'est qu'une méthode d'accès au monde réel. Il n'est pas un matérialisme philosophique dans le sens où il dirait « tout est matière ». Les scientifiques ne peuvent pas dire « tout est matière ». Ils disent « ce dont nous savons nous emparer, c'est la matière » ou ses propriétés émergentes, les propriétés du cerveau, les états mentaux, les rapports sociaux, les rapports économiques, l'histoire, enfin, tout ça, ça fait partie évidemment du monde réel, en particulier sur des couches de propriétés émergentes dont les propriétés ne se résument pas à la seule somme des propriétés des parties matérielles constituantes. Mais néanmoins, un sociologue ou un historien ou un psychologue clinicien peut très bien se dire matérialiste en méthode, simplement il regarde de la matière des propriétés très sophistiquées, très intégrées, des propriétés émergentes en réalité. Donc ce matérialisme-là, si vous avez des difficultés à le comprendre, on va le prendre par l'absurde, dans l'autre sens. Ce que dit simplement ce matérialisme, c'est que dans l'espace du laboratoire, l'attendu cognitif n'est pas de mobiliser des entités dont vous avez besoin de parier, a priori qu'elles soient immatérielles. L'action providentielle, par exemple, depuis 200 ans, ne fait plus partie des attendus cognitifs du laboratoire. Alors c'est trivial à dire, mais c'est ça, c'est du matérialisme méthodologique. Le fait qu'il y ait une entité extranaturelle qui peut tout, qui voit tout et qui fait tout sur le monde naturel, et qui dès lors est mobilisable à tout moment lorsque vous voulez interpréter un phénomène, cette entité, c'était peut-être mobilisé dans le cadre théologique du XVIIIe, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Vous faites sérieusement remettre sur le droit chemin, si je peux dire, si vous ne respectez pas cet attendu. Mais même plus simplement que ça, si vous mobilisez une providence pour expliquer au laboratoire ce qui se passe dans le monde réel, c'est plus la peine de faire une manip.
Et ça, je vous garantis que des gamins de cycle 2 le comprennent. Madame, pourquoi les feuilles sont vertes? Ah, bah c'est la Providence qui a pourvu. Ah, d'accord. Madame, pourquoi il y a des vagues sur la mer? Ah, bah c'est la Providence qui a pourvu, d'accord. Madame, pourquoi les chats, ils ont des poils? Ah, bah parce que c'est la Providence qui a pourvu. Bon, c'est pas la peine d'être en sciences, là. C'est fini. Puisque les sciences, précisément, vont aller chercher, je vous l'ai dit, par contrat, dans le monde naturel, les explications qui permettent de comprendre ce même monde naturel. Et donc la Providence, elle est postulée a priori comme extranaturelle et elle est un processus cognitif indésirable dans l'espace du laboratoire. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans l'espace privé, évidemment, chacun est libre de mobiliser cette providence. Mais dans l'espace du laboratoire, il devra la laisser au vestiaire. La métaphore du vestiaire est très jolie. Au vestiaire, vous laissez un habit que vous reprendrez en sortant. Ben, c'est exactement, c'est dans ce sens-là d'ailleurs que la science est laïque. Au vestiaire, vous reprendrez vos options métaphysiques personnelles en sortant, mais ces options n'ont pas à interférer dans le processus collectif de la validation des savoirs. Alors, ce matérialisme gêne beaucoup de gens. Il gêne beaucoup de gens parce qu'effectivement, si vous l'énoncez clairement, vous empêchez les tentatives politiques des créationnismes ou plus légèrement des spiritualismes englobants tels qu'on les a en France, de réintroduire Dieu dans l'espace du laboratoire, au motif de rendre morales les applications des sciences. Alors, ce matérialisme a été beaucoup décrié. Déjà que le matérialisme tout court a été beaucoup décrié par 2000 ans de pouvoir politique chrétien en Occident, mais le matérialisme scientifique, c'est l'endroit où il est le plus irréprochable, et c'est justement l'endroit où il faut absolument le décrier. Et donc, on vous le fait confondre avec d'autres matérialismes facilement rejetables. Par exemple, le matérialisme vulgaire. Les designers américains, les gens qui pensent qu'on peut mobiliser une intervention providentielle dans l'espace du laboratoire. Excusez-moi je dis de donner des éléments d'actualité. Si vous voulez l'actualité, vous avez le bouquin de Baudouin et Brosseau, vous irez voir, mais dans le courant des années 2000, il y a eu un buzz énorme dans les médias sur ce qu'on appelle l'intelligent design. Tout le monde sait ça, hein. C'est du néo-providentialisme scientifique, qui se qualifie lui-même de scientifique. C'est-à-dire que vous avez des think tanks conservateurs américains qui sécrètent des idées par le truchement du talent des juristes pour essayer de faire croire au public américain, et en Europe également, que vous pouvez mobiliser la providence dans l'espace du laboratoire. Intelligent design, ça veut dire la conception intelligente, c'est-à-dire que la nature est explicable par un principe un principe créateur, enfin une conception, l'harmonie, l'agencement entre les formes et les fonctions dans la nature, dans l'espace du laboratoire, peut être expliqué par une conception intelligente qui est à l'origine, une intention qui est à l'origine de cette harmonie entre la forme et la fonction. Eh bien, ça, c'est un providentialisme moderne, et ces gens-là nous font revenir finalement à un discours scientifique qui serait un discours purement et simplement théologique, si on l'admettait. Alors ces gens-là, j'en parle parce que justement, ils ont été les premiers à dénoncer le matérialisme scientifique, puisqu'il les empêchait de ramener la providence dans l'espace du laboratoire. Et ce matérialisme scientifique a été assimilé à un matérialisme vulgaire, par exemple. Ce sont des scientifiques, animés par les biens de consommation, enfin, mus par les biens de consommation, ou par un matérialisme idéologique. Ah, mais ce sont des marxistes, voyez. Quand vous dites matérialisme, vous ne savez pas trop de quoi vous parlez. Le matérialisme dialectique de Marx et Engels. Bon, moi, celui dont je vous parle, il ne date pas de Marx et Engels. C'est un matérialisme qui remonte à l'Antiquité grecque. Donc, il a été réactivé en Occident avec les Lumières. Et d'ailleurs, ils ont contribué à l'autonomisation des sciences, précisément. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec Marx et Engels. L'autre tour de passe-passe, c'est de faire confondre le matérialisme méthodologique avec le réductionnisme. Vous savez, une posture qui consiste à dire que à votre niveau n plus 10, le phénomène que vous regardez peut s'expliquer par la somme des propriétés des parties au niveau n. Et évidemment, le matérialisme moderne, il est plus malin que ça, il est émergentiste, c'est-à-dire qu'il vous dit que les propriétés d'un système au niveau n plus 10 est beaucoup plus que la somme des propriétés des parties au niveau n. Et que quand vous intégrez des systèmes, il y a des propriétés nouvelles qui émergent précisément. Ça, c'est la notion d'émergence. Il y a des gros débats d'épistémologie aujourd'hui sur ce que c'est que l'émergence. Mais le matérialisme moderne n'est pas un matérialisme nécessairement
réductionniste. Je ne dis pas que le réductionnisme soit mauvais en sciences, il a été fructueux, bien sûr, mais aujourd'hui, il doit être accompagné d'autres dispositifs intellectuels pour permettre de comprendre le monde réel. Donc voilà, il y a des tours de passe-passe que vous lirez dans pas mal d'endroits. Ce texte, par exemple, écrit par les designers américains, il faut faire échec au matérialisme scientifique et à son héritage destructeur sur le plan moral, culturel et politique. Il y a une confusion entre un matérialisme de valeur, l'attrait pour les biens de consommation, et le matérialisme scientifique. On vous fait croire que c'est la même chose. Le remplacer par une vision théiste qui veut que la nature et les êtres humains ont été créés par Dieu, ça c'est le Wedge Document, c'est le programme politique des think tanks conservateurs américains, où la science est mobilisée comme instrument de moralisation de la société américaine. C'est un scientisme en fait, hein. Si vous y réfléchissez un instant, c'est un vrai scientisme ça. De croire que la science est légitime à venir régir les règles par lesquelles nous décidons de vivre ensemble. Ces règles, elles n'ont rien à voir avec la science, ces règles, elles doivent être décidées dans l'arène des citoyens. Qu'est-ce que vous allez chercher la science pour régir cette histoire-là? Vous voyez, c'est un scientisme. Dernier pilier, la logique et la rationalité. Alors, plutôt que de faire des discours épistémologiques sophistiqués, je vous prends de petits exemples par l'absurde. Dans le premier laboratoire dans lequel j'ai mis mes pieds, j'étais jeune étudiant, il y avait un doctorant dans ce laboratoire, et il s'est trouvé que ce doctorant était superstitieux. C'était le mois de mai, on lui avait offert un bouquet de muguet, et il avait laissé le bouquet de muguet sur sa paillasse. Et puis, au bout d'une semaine, le muguet était fané. À 7 h du matin, la femme de ménage qui passait dans le laboratoire a vu un muguet tout fané, tout pourri. Elle a demandé l'avis à personne, elle a jeté le muguet à la poubelle, et puis la journée s'est poursuivie. Et puis il se trouve que ce jour-là, cette personne, pas la femme de ménage, mais le doctorant, a raté toutes ses manipes. Et c'était des manipes cruciales, il était complètement défait à la fin de la journée, et il a piqué une rage, et il a accusé la femme de ménage d'être responsable de ses échecs expérimentaux du jour, parce que son porte-bonheur n'était plus sur la paillasse. Et franchement, ça ne peut pas faire partie des attendus cognitifs du laboratoire. Vous souriez, je vois que vous y attendez, mais il y a bien des attendus cognitifs dans un laboratoire. Vous n'imaginez pas la difficulté qu'on a à faire admettre ça à des épistémologues professionnels et à des historiens des sciences. Quand vous essayez de caractériser pour nos écoles les attendus cognitifs, tout de suite, vous donnez l'impression que vous vous emparez d'une partie de leur territoire. Moi, je suis scientifique professionnel, je suis quand même légitime à dire ce qui se passe dans mon laboratoire. Eh bien, effectivement, le doctorant en question, il s'est fait remonter les bretelles par la directrice du labo le soir, et ça a duré 1 heure dans le bureau. Ça veut bien dire que la directrice du labo, elle était intelligente, elle n'a pas dit « Ah, ce brave garçon, il est africain, on va le laisser avec ses croyances ». Vous voyez, elle a assumé complètement le caractère universel des attendus cognitifs de l'espace du laboratoire. Elle n'a pas fait de renonciation démagogique postcoloniale, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas 50 façons d'appréhender le monde réel quand on est en sciences. Et le meilleur service qu'il y avait à rendre à ce doctorant africain, le meilleur service qu'il y avait à rendre, c'était de lui dire explicitement quels sont les attendus du laboratoire. On ne fait pas de sous-diplôme et de sous-science au motif que les gens viennent d'ailleurs. Ça, c'est pas républicain, je suis désolé. Enfin, tu seras d'accord avec moi, Jean-Michel. Bon, allez, je conclus. Je conclus en vous disant que ces entreprises de contestation des contenus de savoir dans l'espace des sciences, elles relèvent d'une confusion des niveaux, vous l'avez bien compris. D'abord, elles relèvent du fait qu'on ignore souvent quelles sont les règles du jeu de l'espace des sciences, ce que les sciences disent, ce qu'elles ne disent pas. Comme le disait Pascal Pic récemment, c'est pas pour embêter les religions que le chimpanzé est le gros frère de l'homme dans l'art du phylogénétique du vivant. Hein. Les sciences produisent des résultats autonomes, c'est-à-dire qu'en fait, si elles corroborent ce que les religions ont dit, bah, elles ne l'auront pas fait exprès, ou si elles contredisent ce que les religions disent, ou ce que telle ou telle religion dit, bah, elles ne l'auront pas fait exprès. Faire comprendre cette autonomie à nos élèves, trouver les moyens de le faire, en tout cas, de manière simple, ça peut être une piste épistémologique. L'autre piste, elle est politique, vous m'avez compris, c'est que dans l'espace de la classe, comme dans l'espace du laboratoire, il y a une règle du jeu, on mobilise des savoirs, on ne mobilise pas des autorités, sauf celle de l'enseignant précisément. Au motif qu'on ne peut pas faire société commune s'il n'y a pas une crédulité consentie de la part de l'élève, c'est-à-dire un rapport de confiance. Mais ce rapport, évidemment, il est alimenté, il est accompagné d'une possibilité pour l'élève de questionner son enseignant, bien sûr, contrairement à ce qui se passe dans la croyance religieuse.
Et je voudrais terminer par débugger une des confusions très répandues aussi, c'est cette histoire que les sciences seraient immorales, parce qu'elles donnent des résultats qui ne sont pas conformes aux attendus des textes religieux, ou qu'elles iraient dire, par exemple, vous voyez l'actualité de cette année, elles iraient dire que le genre social des individus n'est que très lâchement connecté au sexe biologique de ces mêmes individus. Ça, je vous assure qu'en anthropologie, en ethnologie et en sociologie, c'est pas un scoop. Hein. La notion de genre, c'est pas un scoop, c'est vraiment... Vous travaillez avec des anthropologues qui bossent en Afrique. Moi, j'ai fait mon petit questionnaire là, chez mes collègues du muséum. Je peux vous dire que la notion de genre, c'est trivial, quoi. Ça fait partie du cadre théorique de l'anthropologie. Eh bien, dès qu'il s'agit d'en parler dans un espace scolaire, vous voyez, bon, je ne vous raconte pas l'actualité, vous l'avez suivi, vous voyez ce que ça provoque. Donc il y a toujours un endroit de friction entre le bagage culturel de nos concitoyens qui sont censés recevoir le résultat des sciences et ce que produisent les sciences. Si les sciences sont choquantes, elles n'ont pas fait exprès. Et elles ne sont pas immorales pour autant. Ça traîne beaucoup, hein, les sciences immorales. Du coup, vous allez, je vous l'avais compris, vous allez réintroduire les théologiens, venir régir ce qui se passe dans l'espace des sciences au motif de la rendre morale. Alors, j'ai envie de vous distinguer deux niveaux. Il y a un cœur méthodologique des sciences, les attendus cognitifs dont je vous parle. Il n'est pas question de se poser s'ils sont moraux ou pas. Les règles de la logique, ça peut être une valeur que de les respecter, mais en elles-mêmes, elles ne génèrent pas une morale. Et donc, ce cœur méthodologique produisent des résultats qui ne sont pas vrais ou faux au motif qu'ils sont moralement acceptables ou moralement réprouvables. Je sais pas, moi, le chimpanzé et l'homme, ça choque beaucoup. Mais je sais pas, si je te dis le Saint-Pierre et le beau-frère de la morue, c'est moral ou pas? Je sais pas, moi, 2 plus 2 font 4, c'est moral ou pas? Enfin bon, bref, vous m'avez compris, il y a un cœur méthodologique, il y a des résultats qui en émanent, qui sont amoraux et non pas immoraux. Par contre, pour autant, ça ne fait pas pour autant l'espace social du laboratoire un espace dépourvu d'éthique, bien sûr. Vous n'imaginez pas les confusions dans le journal Le Monde qui régit. Je vous renvoie à double page du 2 septembre 2006 sur Le Monde, où c'est affligeant. C'est que les gens qui distinguent l'éthique et la moralité de l'espace social de l'exercice des sciences, la science au sens 2, rappelez-vous, la communauté professionnelle, les gens qui distinguent l'espace moral de la moralité, amoralité, de ce que Bourdieu appelait l'architecture mathématique du métier, des raisonnements, ceux qui distinguent ça, dans cet article du Monde, sont récusés. Sont récusés au motif que dans les laboratoires, il faut qu'il y ait une éthique. Bon, cet article est confus. Je vous donne juste un petit exemple pour vraiment terminer sur un propos clair. Je travaille sur les relations d'apparentement entre les poissons téléostéens. Je vais parler de mots russes. J'anesthésie l'animal avant de le tuer. L'anesthésie, elle est dans la couche bleue. Je vous garantis que j'anesthésie l'animal ou pas, le résultat ne va pas changer. La position phylogénétique du Saint-Pierre ne va pas changer parce que je l'ai anesthésié ou pas. L'anesthésie, c'est une autre sphère. C'est dans la couche bleue. Elle n'interfère pas avec le processus de démonstration, cette anesthésie. Elle n'est même pas mentionnée dans l'article, c'est pour vous dire. C'est vous qui m'avez demandé, via une charte contre la souffrance animale, c'est vous, mes concitoyens, qui m'avez demandé de ne pas faire souffrir les animaux lorsqu'on les sacrifie. Et donc, le sacrifice de l'animal est dans la couche bleue, c'est la couche sociale, sociopolitique de l'organisation des sciences. La démonstration de la position phylogénétique du Saint-Pierre ou de la morue, c'est dans la couche, c'est dans le cœur violet. Donc le cœur violet, il est amoral, et la couche bleue, elle est morale, bien sûr. Donc il n'y a pas d'antagonisme. Et cette confusion, elle est précieuse parce que, vous l'avez compris, c'est au motif que les sciences, en tant que raisonnement, dans leur architecture mathématique et dans leurs résultats, c'est au motif qu'elles seraient immorales qu'il faudrait changer les attendus cognitifs des sciences pour réintroduire la religion en leur sein. Là, je vous parle des manipulations les plus sophistiquées, des créationnismes anglo-saxons, mais pas seulement. Ces discours-là sont tenus en France aussi, notamment dans le journal Le Monde, et puis d'autres journaux, je ne vais pas faire la liste. Vous avez le bouquin de Baudouin et Brosseau, qui sont très bien, une enquête de 7 ans, très bien documentée, sur les réseaux créationnistes en France et ailleurs. Je conclurai avec cette petite figure qu'on avait présentée à un moment à une classe de seconde. Laboratoire, un espace laïque. Et oui, de fait, personne n'a légiféré, en fait.
Personne n'a légiféré sur ce qui allait se passer dans l'espace du laboratoire. C'est quelque chose qui est né tout seul. C'est par le caractère collectif de la validation des savoirs que la science est devenue laïque sans avoir besoin de le dire, sans avoir besoin de le brandir, sans avoir de texte de loi. Les individus en science, ils ont décidé que les 4 piliers que je vous ai cités, les 4 attendus cognitifs, ils allaient les respecter. Ça fait partie de la règle du jeu qu'on joue dans la cour de récré. Le cercle que vous voyez, c'est une cour de récré. Les petits points bleus, ce sont des individus qui jouent. Ils jouent à respecter ces 4 règles entre eux. Ils ont accepté de jouer la règle du jeu, même si certains d'entre eux sont affiliés en dehors de la cour de récré à une religion R1, une R2 ou une R3. L'espace des sciences est un espace laïque parce que, je vous l'ai dit, les options religieuses sont laissées au vestiaire du laboratoire. Et quand je dis des options religieuses, j'ai même envie de vous dire, parce que vous avez la possibilité d'être non-croyant, donc parlons plus généralement de posture métaphysique. Les postures métaphysiques personnelles sont laissées au vestiaire du laboratoire. Et donc cette petite figure, elle a illuminé le visage d'élèves de seconde. Parce que finalement, c'est la laïcité qu'ils avaient compris à ce moment-là. À travers les sciences, ils avaient pigé le principe de la laïcité. L'espace public, c'est la sphère, en fait. Et l'espace privé, il est en dehors de la sphère. Le scientisme paradoxal, c'est celui des spiritualistes qui veut que tout soit expliqué tout de suite par tous les moyens. Et il mobilise les sciences dans cette entreprise, de soif d'être rassurés. Malheureusement, il tape à la mauvaise porte. Ne demandez pas à des scientifiques de vous rassurer sur demain, de vous rassurer sur votre destin. On n'est pas payé pour ça. Moi, je ne suis pas payé pour rassurer les gens. Je suis payé pour dire honnêtement aux gens quel est l'état des lieux dans les résultats d'une démarche qui consiste à expliquer rationnellement et collectivement le monde réel. Donc, si je fais quelque chose de caricatural à la tronçonneuse, où le blanc c'est le connu et le noir c'est l'inconnu, la vision spiritualiste scientiste des organisations religieuses mues, dont certaines en France sont mues par Vatican d'ailleurs, voudrait que tout soit expliqué tout de suite, et quand il y a des trous dans les explications, c'est un motif de récusation des sciences. Et ça, on le trouve aussi chez nos élèves. Ah, la science, elle n'explique pas tout. Bon, bah alors Camembert, finalement, les méthodes scientifiques, c'est n'importe quoi, parce que la science n'explique pas tout. Alors moi, ça me fait mal, je vais vous dire, parce que si on avait tout expliqué, j'aurais plus de boulot. Hein. Et il y a un phénomène là-dedans qui est le dieu des trous. C'est ce qu'on appelle le dieu des trous, c'est que quand il y a des trous dans les connaissances, ben on met Dieu pour boucher, et on dit que c'est de la science. Alors pour le scientifique, le monde il est inversé. Le monde il est inversé, c'est que le scientifique il sait que la majorité des manifestations du monde réel ne sont pas encore expliquées. Et si elles étaient expliquées, je vous le répète, on n'aurait plus de boulot. Notre travail il se situe là où il y a les petites flèches, c'est-à-dire à la limite entre le connu et l'inconnu. J'aime bien la métaphore du ballon gonflable. Si la somme des connaissances disponibles, c'est un ballon que vous gonflez. Et puis si l'air extérieur, c'est le monde inconnu. Plus vous gonflez votre ballon, c'est-à-dire plus vous avez de connaissances, plus il y a de boulot. Parce que plus la surface de contact entre le ballon et l'extérieur augmente quand vous gonflez votre ballon. C'est une belle métaphore. Charles Darwin avait déjà dit cette métaphore. Le scientifique sait que plus il connaît de choses, plus il y a de questions à poser. Et ça, si nos élèves ne le comprennent pas, alors là, faites-leur gonfler des ballons. C'est une métaphore, bien sûr. On emploie les métaphores qu'on peut, mais c'est une jolie métaphore pour expliquer ce que fait l'activité scientifique. Ma conclusion, alors je ne sais pas si je vais être capable de relire Rahan. On ne voit rien, et là je vois rien au final. Il y a des gens dans la salle qui ont lu Rahan. Ah oui. Ah, pas beaucoup, hein. Bon, allez, ça va faire flop ton histoire. Si, quand même. Si. Alors, Rahan, il n'est pas un sorcier, il dit. Il n'est pas un sorcier, il n'est qu'un chasseur. Bon, alors, dans Rahan, le chasseur, c'est l'équivalent du citoyen. Il faut comprendre, il y a un double discours dans Rahan. Alors, qui vit pour découvrir, qui vit pour apprendre et enseigner ce qu'il sait à ses frères. Tel est son destin. Merci.